C'est à mon tour de remercier les organisateurs de ces journées, et particulièrement mon maître, professeur Chabraoui, qui m'a donné l'occasion de partager avec vous notre expérience dans ce domaine qui est devenu routinien, donc qui est entré avec le temps dans une pratique routinienne d'hémostase. Donc c'est vraiment un plaisir de partager avec vous des points de vue afin que l'hémophile, notamment, et les maladies hémorragiques en général, profitent d'une assistance, vu que ces maladies hémorragiques ont été retenues par le ministère de la Santé publique dès les années 2010 comme maladies qui ont été prises en charge totalement. Et donc, il y avait des fonds qui sont alloués. Et tout ça a retenti sur l'amélioration de la prise en charge, que ce soit diagnostique ou thérapeutique de cette maladie qui reste fréquente dans notre contexte. Donc ce travail qui sera partagé en deux grandes parties. Une partie vraiment pratique, parce que parmi l'assistance, il y a des jeunes et je focalise leur intérêt sur ce qu'ils doivent faire par la suite, que ce soit en public ou en privé. C'est des choses acquises qui sont faciles, mais qui nécessitent une connaissance. Et donc, ça débute par la connaissance. L'hémostase, c'est une discipline qui est, comme vous le savez bien, qui était la dernière des disciplines à être automatisée avec la microbiologie. Donc, l'automatisme en hémostase est entré en pratique routinienne il y a 25 ans déjà, mais cette automatisation n'a intéressé pas tous les paramètres, tout le panel, et l'automatisation se faisait au fur et à mesure. Donc, quelles étaient ces contraintes malgré l'automatisation? Comme vous le savez bien, c'était ce qu'on appelle la stabilité à bord. Donc, vous savez bien que les réactifs d'hémostase sont des réactifs labiles, et si on ne les consomme pas, on est contraint de les détruire. Actuellement, la tendance dans l'amélioration et l'innovation en hémostase, c'est de faire des réactifs prêts à l'emploi, comme la chimie et la biochimie, donc qui a profité de ça. En hémostase, ça se fait. Quelle est la place des titrages des inhibiteurs dans toute cette histoire? Donc, je déclare que je n'ai aucun intérêt, ni aucun conflit d'intérêt lors de cette présentation. Pourquoi faire le titrage des inhibiteurs dans l'hémophilie en 2018? Sachez que l'inhibiteur antifacteur 8 peut se rencontrer dans une autre pathologie qui est l'hémophilie acquise. Moi, je vais focaliser mon intérêt sur l'hémophilie constitutionnelle. Donc, mais l'étude est la même. L'hémophilie constitutionnelle s'est transmise par les gamètes, alors que l'acquise, elle est faite en cours de vie. Donc, au cours de cette séance, je vais m'intéresser pourquoi on est amené à rechercher ces inhibiteurs. C'est en quelque sorte les motifs de demande d'examen par le praticien. Par la suite, je vais donner les grandes lignes stratégiques de diagnostic. Comment, au sein de votre laboratoire, vous devez être organisé afin de les rechercher, donc toutes les étapes et les méthodes, et quelles sont les possibilités actuellement disponibles. Pour finir, tout n'est pas bon, hein. Il y a toujours des contraintes qui amènent à évoluer. Et donc, allant 2018 actuellement, il y avait beaucoup de progrès pour prendre en charge. Mais sachez bien que le titrage des inhibiteurs reste un examen d'hémostase qui n'est pas encore standardisé. Ça veut dire qu'on n'a pas encore de contrôle de qualité interne. Si vous voulez faire, par exemple, le titrage d'inhibiteurs, vous n'avez pas de contrôle de qualité interne. Et donc, quelle sera l'alternative? C'est de vous inscrire dans ce qu'on appelle une évaluation externe de la qualité. C'est ça qui va vous permettre de vous positionner dans ça veut dire votre validation. Est-ce que vous êtes bon ou non? En absence de contrôle de qualité interne, comment on doit résoudre le problème? Et donc, c'est une expertise acquise. Il ne faut pas croire que c'est des choses qui se font du jour au lendemain, mais il faut toujours commencer, se lancer et faire vos démarches validées selon les consensus et les bonnes pratiques d'hémostase. Et donc, un laboratoire, qu'est-ce qu'il aura besoin pour faire le titrage des inhibiteurs?
À savoir, c'est la connaissance, c'est l'information, ce qu'on fait maintenant. Par la suite, avec la pratique, on va acquérir une expertise qui nécessite peut-être des stages de formation dans des pôles d'excellence. Et l'hémostase, comme vous le savez, c'est une discipline où il y a beaucoup de connaissances de mathématiques, de chimie, de physique. Et donc, l'automate, vous devez ça veut dire résoudre les anomalies récurrentes qui peuvent survenir, parce que ce qui vous intéresse, c'est de donner un examen valide dans une optique qu'attend le patient et derrière lui son médecin. Pour cela, le biologiste est amené à faire des choix. Dans le marché, tout est bon. Mais comment vous devez choisir? Donc il y a l'équipement, il y a les réactifs, il y a l'assistance technique et il y a le personnel, votre personnel. Si vous gérez par exemple un laboratoire comme le mien où il y a 3 automates d'hémostase, sachez bien que ces 3 automates d'hémostase doivent parler de la même façon et doivent fonctionner de la même façon. Comment arriver à faire fonctionner 3 automates qui doivent rendre la même chose? Donc si vous gérez ces 3 automates et vous avez une équipe comment dirais-je, technique, vous risquez d'avoir des aléas intra-laboratoires déjà. Pour résoudre ça, c'est pas... Donc, pour cette paillasse, pour le titrage des inhibiteurs, il faut responsabiliser pas plus de 2 personnes. Vraiment, c'est un conseil à donner, sinon une personne, mais il ne faut pas que cette personne soit indispensable parce que vous risquez d'avoir des soucis si vous travaillez en milieu public. Et par la suite, c'est d'inscrire au niveau d'un système de qualité, que ce soit interne entre laboratoires et externalisé pour valider vos résultats selon les normes requises. Donc je commence. Donc l'objectif, c'est de ne pas parler ni de l'hémophilie ni de rien, mais il y a des acquis, des prérequis. Donc lorsque on reçoit un titrage d'inhibiteur, il se fait dans un cadre. C'est le cadre de suivi thérapeutique de l'hémophilie substituée. J'entends hémophilie, c'est l'hémophilie A ici, l'objet de notre présentation. Et donc, c'est devant un syndrome hémorragique évocateur. Donc, le médecin prescrit ce test parce qu'il envisage que ce patient, au moment de l'admission, n'était pas connu comme hémophile, mais il présente un syndrome hémorragique et on doit rechercher s'il y est hémophile. Par la suite, on peut motiver la recherche de l'hémophilie par la présence d'un cas index, sachant que l'hémophilie A, comme la B, est transmise selon le mode récessif lié à X, et donc c'est connu, et on peut rechercher les cas surtout masculins, mais sachez bien qu'il y a l'hémophilie féminine dans notre contexte. Par la suite, une fois on fait ça, il y a parfois des découvertes d'hémophilie lors d'examens systématiques chez l'adulte surtout. Mais les deux, c'est chez l'enfant. Chez l'adulte, on a recours à des examens systématiques qui vont découvrir l'hémophilie fruste surtout et parfois modérée. Sachez bien que, pour définir l'hémophilie, j'ouvre une parenthèse, lorsqu'on parle de l'activité du facteur thérapeutique qu'on utilise comme thérapeutique, qu'est-ce qu'une unité par millilitre? Une unité par millilitre est égale à 100%. Donc lorsqu'on dit 100%, ça veut dire que l'activité présente dans le milieu ou dans le plasma, que ce soit le médicament ou le plasma, c'est une unité internationale par millilitre. Ça, c'est fait pour les recommandations. Donc il y avait une standardisation de l'unité afin de ne pas tomber dans les variations liées aux préparations de votre réactif ou de votre médicament. Sachez bien que inférieur à 1%, c'est majeur, entre 1 et 5%, c'est modéré, et au-delà de 5%, c'est mineur. Pourquoi faire donc le titrage des inhibiteurs? C'est lorsqu'on est amené à donner un traitement substitutif à l'hémophile. Donc l'hémophile est connu, on l'a diagnostiqué par une stratégie de diagnostic qu'on va l'avoir par la suite, donc ce qui se base sur un panel d'examens. Le médecin va être amené à lui donner un traitement substitutif
sachant qu'il n'y a pas encore un traitement curatif de cette pathologie. Donc les stratégies diffèrent. Il y a ce qu'on appelle les stratégies à la demande ou à titre prophylactique, donc je n'entre pas dans les détails. Sachez bien que ces médicaments donnés peuvent être des concentrés plasmatiques comme c'est des concentrés recombinants. En 2016 déjà, il y a ce qu'on appelle les concentrés plasmatiques, mais qui ont une durée de vie améliorée. Ça veut dire que la durée-vie n'est plus courte. Et il y avait des formes galiniques actuellement présentées où l'injection sera faite par 24 heures, une injection par 24 heures, et qui va 2 fois par semaine parfois. Il y a des stratégies. Au Maroc, on a fait des essais, mais j'espère que d'ici 2 ans, 3 ans, on reçoit l'AMM. Donc, de ces produits améliorés, afin d'offrir, un état agréable à l'hémophile. Qu'est-ce qu'un inhibiteur? Donc, une fois que je traite, le malade est susceptible de s'immuniser par ce qu'on appelle allo-immunisation. Pourquoi? Parce que le système immunitaire, une fois qu'il ne reconnaît pas un antigène, il peut développer un anticorps contre quelque chose qu'il n'a pas. Donc, cette reconnaissance du non-soi est différente chez les patients. Mais il y a des patients qui sont prédisposés vu leur statut génétique, d'autres. Et comme ça, tout le monde ne va pas produire des anticorps. Mais pourquoi certains le font et d'autres non? Ce n'est pas l'objectif de la communication d'aujourd'hui. Mais sachez bien qu'on est amené devant des circonstances particulières à rechercher ces anticorps. Et donc, cet anticorps, c'est une complication redoutable. Lorsqu'un patient développe un inhibiteur antifacteur 8, donc il devient réfractaire à la substitution. Et donc on doit être amené à changer de politique, et ça c'est laborieux et onérable en quelque sorte. Donc ces anticorps, il y en a 2 types. Moi, au laboratoire, lorsque je vais étudier, je vais écarter ce qu'on appelle les anticorps non neutralisants. Il y a des anticorps qui surviennent, mais qui ne neutralisent pas l'activité procoagulante du facteur 8. Sachez que le facteur 8 est un cofacteur vraiment qui est très, très sollicité dans la coagulation, dans son concept actuel, et c'est lui qui est derrière tout ce qu'on appelle, c'est-à-dire l'amplification de la génération de thrombine. Sans facteur 8 efficace, on n'a pas d'amplification de la production de thrombine. Et donc, lorsqu'on a des anticorps qui neutralisent cette activité, ils compliquent la prise en charge. Donc, c'est ces anticorps neutralisants qu'on va les étudier. Les autres anticorps non neutralisants seront étudiés par d'autres méthodes, à savoir l'ELISA, qui fera l'objet peut-être d'une autre communication par la suite. Ces anticorps neutralisants sont présents en 2 cinétiques. Ça veut dire, je suis au laboratoire, je suis en train de suivre mon patient, et parfois je rencontre des évolutions des cinétiques qui sont un peu bizarres. Pourquoi? Parce que ces anticorps sont de 2 types. Ces anticorps neutralisants, et ils appartiennent à 2 familles. La première famille, c'est la famille qu'on dit qu'il a une cinétique rapide, et ça se traduit par cette droite rectiligne où la totalité du facteur que vous donnez à votre patient est neutralisée. Et donc, vraiment, c'est comme si vous n'avez rien donné. Et ces anticorps sont très puissants. Alors qu'il y a un 2e type d'anticorps qui a une autre cinétique un peu particulière où il y a du facteur résiduel de ce que vous avez donné. Et donc, ça ne neutralise pas totalement, en quelque sorte, ces facteurs donnés aux patients. Donc, maintenant, après avoir traité ces anticorps qui sont neutralisants, qui appartiennent à 2 familles différentes, comment s'organiser au laboratoire? Vu que le laboratoire est responsable du résultat, de la qualité du résultat, si on démarre mal, on aura un résultat qui sera erroné. Et donc, le laboratoire sera incriminé de rendre un faux ou là une erreur, comme tous les laboratoires. Donc, le préanalytique, la prise en charge du patient doit être faite dans le gold standard. Quel est le gold standard?
il y a ce qu'on appelle la préparation du patient. Je n'entre pas dans les détails, mais si vous voulez faire un bon dosage de titrage des inhibiteurs, le patient doit être en paix physique et chimique, ou la psychique, ce que vous voulez. Ça veut dire qu'il doit être à l'aise. Voilà. Imaginez s'il est stressé, s'il a fait un voyage, tout ça sera perturbé. Donc vraiment, la sécrétion du facteur 8 endogène est très particulière et donc le patient doit être préparé. Et par la suite, lorsqu'on va aborder le prélèvement, il doit être fait par quelqu'un qui aborde de façon franche la veine. Et une fois le prélèvement est fait, il doit aussitôt être traité, centrifugé. Pourquoi? Parce que le facteur 8 est le facteur thermolabile d'excellence. Si on a un choc thermique, il est détruit. Et donc, sachez bien que ces inhibiteurs eux-mêmes sont alliés à ces actions. Donc, il faut maîtriser la phase préanalytique. Par la suite, choisir et connaître les aléas de votre TCA, de vos réactifs, de votre tomate, mais tout ça sera en quelque sorte mis à l'action mise à zéro parce qu'il y aura un étalonnage et une validation analytique par la suite, et procéder à des dosages spécifiques des facteurs pour finir par le titrage. Donc, comme je l'ai dit au départ, le contrôle de qualité interne n'existe pas dans le titrage, et dans l'attente, on va faire le titrage. Donc, quand rechercher cet inhibiteur? Donc, l'indication de la recherche, il y a des consensus actuellement bien établis comment on recherche. Et d'où notre laboratoire, qui est, comment dirais-je, un laboratoire qui appartient à un réseau de prise en charge de ces patients. Et donc, selon cette indication, on doit prendre de façon routinienne cette demande. Et c'est très laborieux. Donc, vraiment, c'est très délicat de répondre en routine à ce titrage. Comment on l'indique? On l'indique dans des résistances thérapeutiques. Devant un patient qui ne répond pas cliniquement et biologiquement à une substitution, on doit penser à la survenue de ces inhibiteurs. Donc, on doit rechercher ces inhibiteurs. Actuellement, devant tout acte chirurgical et même un traitement intensif, on doit faire systématiquement la recherche des inhibiteurs. Et une règle, c'est tous les 3 mois, ou là, 1 à 2 fois par an, selon les protocoles requis. Quelle est donc la stratégie? Comment serait amenée notre stratégie? Tout d'abord, je vous conseille, et ça m'a été arrivé à plusieurs reprises, si le médecin vous demande de rechercher les antifacteurs 8, il faut inscrire cette recherche dans un panel d'examen, à savoir que vous devez vérifier que votre patient est un hémophile A. Parce que vous risquez d'avoir une demande de recherche d'anticorps anti-A alors que votre patient est un hémophile B. Et je vous donne des cas spectaculaires qu'on a eus. Et donc, il ne faut pas négliger, même si le médecin vous dit que c'est un hémophile A, il faut s'assurer, et si vous disposez chez vous d'une base de données que c'est un hémophile A, c'est bon. Mais si un patient qui arrive chez vous pour la première fois, il faut documenter et même exclure tous les autres facteurs, on va le voir par la suite. Donc, il faut rechercher l'effet inhibiteur. L'effet inhibiteur, il y en a 2 niveaux. La recherche qu'on appelle polyspécifique et la recherche monospécifique. La recherche monospécifique, c'est l'activité résiduelle, en quelque sorte, ce qu'on appelle le taux d'inhibition. Et la recherche polyspécifique, c'est ce qui est connu communément par l'indice de Rosner. Donc, que ce soit l'indice de Rosner ou l'activité résiduelle, ça permet de rechercher ce qu'on appelle l'effet inhibiteur. Par la suite, doser l'activité, ce qu'on appelle le taux basal de votre patient. Parce que votre patient peut être un hémophile A, mais qui est supplémenté. Et donc, il peut y avoir un résidu, ou un reste de facteurs thérapeutiques. Et par la suite, faire le dépistage. Comment on procède? Il y en a actuellement 3 méthodes internationales qui ont fait preuve. Et actuellement, la méthode de référence, c'est la 3e méthode, qui est la méthode de Nijmegen. Donc, cette méthode de Nijmegen, qui diffère de sa précédente, qui est la méthode de Bethesda,
c'est que la reconstitution des réactifs se fait par un tampon à pH 7,35, parce que tous les automates actuellement, ou tout ce qu'on fait en hémostase est fait par des étalons, et donc on ne va pas utiliser l'eau distillée. L'eau distillée, vous le savez bien, c'est une eau légèrement acide, et donc ça peut perturber en quelque sorte l'activité des facteurs et des inhibiteurs. Et donc pour harmoniser, pour standardiser votre technique, l'équipe de Nijmegen a eu le privilège de penser à changer le moyen de dilution qui était l'eau distillée par le tampon. Ça, c'est le premier changement. Le deuxième changement, c'est au lieu de faire ce qu'on appelle votre référent en 1,5, l'étalon 1,5 par l'étalon, on le fait par le diffusion facteur 8. Pourquoi? Parce que le patient, lorsqu'on va le mélanger, il apporte avec lui des facteurs, et donc on doit être dans les mêmes conditions. Tout ça peut être discuté par la suite pour gagner du temps. Comment travailler? Donc le préanalytique est requis. Sachez bien que les hémophiles peuvent avoir, suite à des hémorragies, à des syndromes hémorragiques, peuvent être anémiés. On a des hémophiles anémiés. Et lorsqu'on est anémié, on aura ce qu'on appelle un hématocrite bas. Et lorsque votre hématocrite est bas, vous aurez des résultats surestimés. Et donc le laboratoire doit corriger cette surestimation attendue. Parce que si vous êtes anémié, vous aurez beaucoup de plasma, et donc l'anticoagulant qui est avec le plasma va donner en quelque sorte une surestimation des facteurs et vous donner des résultats erronés dès le départ. Donc ça, vous devez le maîtriser. Donc vous devez procéder à des corrections, et l'hématocrite idéal, et je vous donne mon expérience si vous permettez, l'hématocrite idéal pour arriver à faire de la bonne hémostase, c'est 42%. Donc essayez de ramener votre patient à cet hématocrite de 40%, 40-42% pour être en norme, rendre des résultats fiables, parce que votre patient risque d'avoir un hématocrite de 25% par exemple, et c'est une grande variation analytique conséquente. Donc en centrifuge, il y a des modalités de centrifugation, ça doit être fait dans des centrifugations pas à 4 degrés, parce que le 4 degrés risque d'activer certains facteurs comme le facteur 7 et le facteur 5. Donc, essayez de faire 20 degrés avec double centrifugation. La phase critique, si vous ne travaillez pas sur le champ, vous différez votre examen, donc vous programmez vos examens. La phase critique, c'est la congélation et la décongélation. Donc, tout ça, vous le connaissez. Je passe. Donc, une fois on fait ça, on va passer à l'analyse. On doit procéder tout d'abord à faire le TCA, le temps de Quick, impérativement, parce qu'il a un grand apport pour vérifier la qualité du prélèvement et même suspecter des viroses conséquentes chez le patient. Et donc, l'interprétation de l'allongement de TCA est faite selon l'âge du patient. Sachez que jusqu'à 2 ans, on peut avoir une hypovitaminose K physiologique, et donc tout ce qui est vitamine K peut être amoindri et retenti sur le TCA, et donc il faut prendre ça en connaissance. Par la suite, rechercher l'effet inhibiteur par le biais de l'indice de Rosner, tout le monde le sait, et un indice de Rosner négatif ne vous dispense pas de faire la recherche de l'inhibiteur, malgré que vous avez un indice de Rosner négatif. Il ne faut pas s'arrêter, parce qu'il y a des inhibiteurs qui peuvent donner des indices, parce que l'indice de Rosner est multifactoriel et il suffit d'avoir une souffrance endothéliale pour avoir un indice normal. Par la suite, on passe au dosage de l'activité de votre facteur 8 à l'état basal, mais il ne faut pas se limiter. Comme votre malade serait arrivé pour la première fois, il faut faire un bon diagnostic de l'hémophilie, une classification du taux, et parfois, dans les formes mineures et modérées, faire ce qu'on appelle le diagnostic différentiel avec la maladie de Willebrand. Tout ça, actuellement, est possible. Et réaliser vos gammes d'étalonnage, tout ça, c'est à la portée. Donc, je passe. Que ce soit la gamme haute ou la gamme basse, il faut connaître que votre attitude thérapeutique et votre suivi de ce titre résulte de votre technique. Donc, vous devez avoir la possibilité de donner des taux
jusqu'à 0,1%. Hein, donc, avoir des possibilités de diminuer jusqu'à 0,1%, parce que c'est indispensable, surtout lorsque vous voulez valider votre technique sur le plan analytique. Voilà à quoi correspondent ces courbes. Voilà notre courbe au laboratoire. On a la chance d'avoir un R proche de 1 exactement, donc ça peut arriver. Par la suite, on procède à la détermination et le dépistage de l'inhibiteur arrive. Donc, globalement, comment on dépiste un inhibiteur? C'est très simple. C'est une marmite volume à volume. Donc, je prends mon plasma du patient natif avec un étalon facteur 8 natif, je les mélange et je réalise ce qu'on appelle un transfert à 37 degrés Celsius et je dose l'activité résiduelle. Lorsque je constate que, toujours, un conseil à vous donner, c'est de travailler en double. Ça veut dire votre échantillon, vous le traitez en double afin de ne pas avoir des surprises. Donc, comment on juge notre examen positif lorsque ce que vous donnez au patient comme facteur 8 sera inhibé jusqu'à... Une fois que vous inhibez plus de 25%, c'est positif. Moins de 25%, c'est négatif. Tout ça, c'est connu. Donc, je vous donne un exemple. Notre patient avait 0,1%. Lorsque on a fait le mélange, on a trouvé 37%. Alors que notre étalon traité de la même façon en 1,5, il y avait 52%. Donc 52% moins 37%, c'est 15%. Mais 15%, pour quelle activité? Pour un étalon de 52%. Lorsque je dois ramener mon activité à 100%, je dois passer à une correction, donc ce qu'on appelle le taux d'inhibition résiduelle, ou la corrigée, c'est 28%. Donc c'est 28% pour un étalon de 100%. Mais on peut discuter ça en discussion. Le titrage. Le titrage, c'est quoi une unité Bethesda par millilitre? Une unité Bethesda, c'est la quantité d'anticorps qui va inhiber 50% de ce que vous avez donné. Comment est visualisé? Voilà la courbe d'étalonnage qui est théorique. Hein, c'est une courbe d'étalonnage théorique vu qu'il y a absence de standard. Les 50% d'inhibition, c'est une unité Bethesda. Donc, je vais essayer d'encadrer cette limite afin de juger. Donc, les méthodes qui existent, il y a la méthode d'Oxford, c'est 1,1 unité Bethesda, et ainsi de suite. Est-ce que les organisateurs peuvent me tolérer 5 minutes de plus? 5 minutes, il a calme, Allah khallikum. Oui, je m'excuse. La méthode de Nijmegen actuellement utilisée, donc comment je vais faire le titrage? Je vais procéder par un certain nombre de dilutions afin d'encadrer le 50% d'inhibition. Donc, l'objectif, mon patient peut avoir des inhibiteurs qui dépassent les 50%. Moi, je vais essayer d'encadrer les 50%, de plus ou moins. Et donc, je vais faire des séries d'analyses et par la suite faire des rapports que je vais porter sur donc un exemple sur ma courbe. Voilà une courbe d'étalonnage. Hein, et mon patient, je prends comme exemple, il a eu une activité résiduelle à peu près de 40%. Et donc, lorsque j'extrapole sur l'abscisse, c'est 1 unité,3 qui correspond à la dilution au 1/16e. Donc, je dois multiplier par l'inverse de la dilution et j'aurai un titre de 20. Ça, c'est la valeur qui était inférieure à 50%. Pour la valeur qui encadre, qui était supérieure à 50%, c'était 63. Et il va donner, donc, lorsque j'extrapole, c'est 0,6. Et il correspond au titre plus élevé, ça veut dire la dilution au 1,32. Donc, je dois multiplier. Je trouve deux valeurs, je fais la moyenne et j'aurai un titre de 20. C'est comme ça que je sors 20 unités Bethesda. Donc, je reviens, si vous permettez, à l'exemple donné. Voilà l'exemple que je vous ai donné. Donc, j'ai tout ramené et j'ai pris cette tranche, l'étalon avec le patient qui est dilué à 1/16e et l'étalon dilué au 1/32e. Et donc, j'ai une activité qui est le R2 que je dois diviser obligatoirement par le R1 qui est dosé par le mélange étalon déficient facteur 8. Et comme ça, j'encadre 40%, 60% comme je l'ai fait sur la courbe et j'aurai le titre exprimé par unité Bethesda par millilitre. Une fois que je rends ça,
Je passe. Donc, notre étude, je vais la faire en 3 diapositives, pas plus. Donc, notre étude a intéressé 73 hémophiles, et c'est sur 73, on a eu 38% qui ont un dépistage positif des inhibiteurs antifacteur 8. Ce taux ne paraît très élevé parce qu'on a eu à faire des résultats en 2010 et c'était 11% de taux de positivité. À votre avis, à quoi est due cette augmentation? Il n'y a pas de surprise. Avant 2010, les patients n'étaient pas traités. Après 2010, le ministère de la Santé a bien planifié un traitement et donné ça à tous les hôpitaux. Donc, vu qu'ils étaient bien traités, ils risquaient de développer. Donc, lorsqu'on va comparer nos résultats avec la littérature, on trouve des résultats comparables. Par la suite, les âges de nos patients, on a eu de constater que les patients qui appartiennent à l'étude, c'est entre 11 ans et 15 ans. Par la suite, que les inhibiteurs apparaissent beaucoup dans la tranche entre 11 ans et 20 ans, alors que dans d'autres études, c'est moins de 5 ans, parce que les patients sont pris précocement, comme dans l'étude du Royaume-Uni où chez nous, moins de 5 ans, il n'y avait aucun développement d'inhibiteurs. Alors que dans une autre étude, il y avait des patients vraiment majoritaires avant 5 ans. Donc ça, c'est relatif à ce qu'on fait comme traitement. On a constaté que les hémophiles sévères développent beaucoup d'inhibiteurs et ça, vraiment, c'est spectaculaire. Hein. Donc c'est 43% dans l'hémophilie A sévère. Voilà le dépistage des inhibiteurs de nos patients. Ça peut aller du 29,1 jusqu'à 99,9 d'inhibition. Donc ça, c'est le dépistage. Le titrage, donc lorsqu'on fait le titrage, il y a des forts répondeurs et des faibles répondeurs. Dans notre série, c'est les faibles répondeurs, donc qui ont moins de 5 unités Bethesda par millilitre qui sont majoritaires. Et les voilà, hein, donc on a essayé de les récapituler. Et on a le patient qui avait 99,84, actuellement, il est à 7 unités Bethesda par millilitre, vraiment avec un taux de tolérance immune spectaculaire. Donc, je finis, ça c'est pour finir, donc c'est ma conclusion. Donc, vraiment, les stratégies variables, en absence de standardisation de la technique, on a eu du mal à travailler. L'alternative, donc on a des variabilités. L'alternative, c'est soit de faire l'ELISA, mais sachez que l'ELISA est laborieuse et il ne fait pas de discrimination entre l'inhibiteur et le non-inhibiteur. Il y a des anticorps qui ne sont pas inhibiteurs. Et actuellement, l'alternative vraiment spectaculaire, c'est le mélange. Lorsqu'on va mélanger, on doit automatiser ce mélange et actuellement, il y a un automate qui fait ça et s'inscrire dans l'évaluation externe de la qualité dans l'espoir d'arriver à un standard. Et je vous remercie.